Salam alaikum, bonsoir à toutes et à tous. Donc, on va commencer, s'il vous plaît, le troisième module de notre formation QSE, qui sera le module de la santé et la sécurité. Et j'ai choisi d'abord de commencer par la partie réglementation, parce qu'en parlant de en parlant du domaine santé et sécurité, l'objectif, ou bien l'un des objectifs les plus importants, bien sûr, d'être toujours conforme à la réglementation. Alors, dans ce module, on va voir concrètement la réglementation marocaine et vous pouvez toujours faire analogie selon votre pays. Si vous êtes hors Maroc, cherchez des textes de loi qui vont dans le même sens. Ça veut dire toute la réglementation généralement dans les pays, lorsqu'il s'agit de la santé et de la sécurité, ou bien lorsqu'il s'agit aussi du cas de l'environnement, c'est de la réglementation qui décline d'un ensemble de conventions internationales. Donc, c'est quelque chose de standardisé. Mais c'est très important de chercher à chaque fois l'équivalent de la législation dans votre pays d'origine. Voilà, parce que quand même, il existe quelques différenciations et chaque pays donc a son propre arsenal juridique. Sinon, l'importance de la partie réglementation décline de l'importance aussi de respecter et rester conforme à cette réglementation. Euh, Sans parler de la 45 000 ans, donc avant même d'arriver à une certification de nature ISO 45 000 ans, il faut penser à instaurer le minimum possible. Et le minimum possible, c'est déjà avoir une conformité réglementaire, réussir euh, le côté veille réglementaire et avoir un bon processus de veille réglementaire pour toujours rester conforme à ce que demande la réglementation. Alors, cette partie réglementation, on va parler d'abord de l'organisation structurelle législative, pour faire la distinction entre les différentes productions législatives. On va voir quelques dispositions générales en relation avec la santé et la sécurité au travail. Les mesures d'urgence, le module numéro 2 sera consacré aux mesures d'urgence. Quand je dis module, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. C'est juste pour organiser déjà la présentation. Les mesures relatives à l'ambiance des locaux, l'hygiène et la sécurité, protection contre les risques, santé et sécurité au travail, et puis prévention des accidents. Et s'il vous plaît, ces thématiques, ce sont des thématiques voilà, qui couvrent l'ensemble des activités de l'entreprise. Comme ça, lorsqu'on va arriver à la partie ISO 45001, on peut superposer entre la partie réglementation et la partie exigence de la norme. Et à chaque fois, je vais donc vous rappeler, parce qu'on va voir les exigences, à chaque fois, je vais vous rappeler euh, quel est le module, par exemple, équivalent, ou bien quelle est la partie de la réglementation qui est équivalente à l'exigence de la norme. Élimination des déchets dangereux aussi parce que les déchets, ils peuvent toujours représenter une dangerosité pour l'être humain ainsi que pour l'environnement. Alors, la maîtrise de la conformité légale et réglementaire en matière de la santé et de la sécurité au travail est considérée comme étant une démarche initiale et primordiale. Comme j'ai dit, avant de penser à être certifié ISO 45001, la logique des choses vous dit qu'il faut d'abord commencer par le respect de votre réglementation. Et grâce aussi à la 45 001, vous allez, euh, ce que je dis moi, c'est que vous commencez d'abord par euh, un diagnostic qui se base sur une checklist réglementaire pour voir déjà quel est mon niveau de conformité. Donc, je vais mesurer les écarts entre ce que demande la norme, ce que demande la réglementation et ce que j'ai en réalité euh, dans mon lieu de travail. Vous faites d'abord cette checklist et vous travaillez d'abord sur le côté réglementation. Et puis, lorsque vous allez commencer votre démarche ISO 45001, vous allez voir qu'il y a une exigence
qui vous exige en fait le fait que l'entreprise fasse il maintient une procédure de veille réglementaire. Comme ça, vous allez déjà avoir euh, une base solide. Donc, vous avez déjà instauré la conformité réglementaire. Dans le cadre de la 45001, vous allez renforcer le processus de veille, ça veut dire la mise à jour et le suivi de ce que vous avez déjà identifié. Donc, pour moi, avant de passer à la 45001, c'est important de mesurer votre conformité réglementaire. Alors, les entreprises marocaines, je dis marocaines parce que notre exemple sera associé à la réglementation marocaine, assurer une protection de leurs employés et de leur installation. Donc, il s'agit ici, dans le cadre de la santé et la sécurité, il s'agit de protéger les personnes et protéger aussi les biens et la pérennité de l'entreprise, faire face aux pressions économiques, parce que quand on parle de la santé et la sécurité, il y a des coûts supplémentaires, des coûts liés aux accidents de travail, qui sont des pertes pardon, pour l'entreprise, l'hospitalisation des personnes, les poursuites juridiques s'il s'agit vraiment d'une invalidité permanente ou bien d'un cas de mortel. On parle aussi de de l'absentéisme, donc le personnel qui, qui, qui n'est pas en bonne santé, bien sûr, il va s'absenter. Donc là, on a aussi un coût supplémentaire. Et puis des pressions juridiques, engagement de la responsabilité de l'entreprise ou encore médiatique. Parfois, les médias peuvent être aussi une partie intéressée qui peut avoir ou bien qui peut émettre de la pression sur l'entreprise si vraiment l'entreprise, par exemple, est dans un ne respecte pas le minimum possible, pardon, en ce qui concerne la santé et la sécurité. Alors, on commence par l'organisation structurelle législative, quelques termes et notions de base, la veille et la conformité réglementaire, et puis on va parler du code du travail. Premièrement, la première notion à définir, c'est la notion du droit. Donc, quand on parle de la notion de droit, on parle de quoi? Parce que ça, c'est de la réglementation. Donc, la première notion, c'est la notion de droit. La notion de droit peut être définie comme donc cette partie définition, donc je vais la passer rapidement, peut être définie comme un ensemble de règles de conduite destinées à organiser la vie en société et qui ont vocation s'applique à toutes les personnes qui forment le corps social. Donc ça, c'est la définition de la notion de droit en général au niveau donc, des textes réglementaires marocains. Ces règles qui sont formulées de manière générale et impersonnelle concernent chacun et ne désignent personne en particulier. Donc tout le monde, bien sûr, est censé de respecter euh, voilà, la réglementation, entreprise et personne. Le mot droit correspond dans ce premier sens à ce que les juristes appellent droit objectif. Donc le droit objectif, ça veut dire la notion voilà. Euh, le droit tout simplement en général des personnes. Donc, dans un pays, par exemple, qui organise les interactions, la relation entreprise personnelle, personnel entreprise, citoyen, État, État citoyen, donc en général. Dans son second sens, le droit désigne les facultés, pouvoirs et les prérogatives individuelles que les personnes ont vocation à puiser dans le corps de règles qui constituent le droit objectif. On parle alors de droit subjectif. Alors ici, les droits des personnes, comme tout ce qui a une relation avec la liberté, par exemple, d'expression, donc des droits qui sont associés euh, aux individus. Donc les droits associés aux individus. Et les textes, s'il vous plaît, et les lois marocains, ils traitent, voilà, euh, la santé et la sécurité au travail euh, sous forme d'angles qui sont diversifiés. Ça veut dire que
Et il y a plusieurs thématiques, comme j'ai dit, mais il y a donc une organisation de la relation employé-personnel, c'est-à-dire qu'il y a des lois qui sont sur l'employeur. Donc, c'est lui qui va instaurer ces règles. Donc, l'employeur est là de la responsabilité vis-à-vis de ses employés et il organise aussi la relation, voilà, avec les autres instances qu'on va voir par la suite, comme par exemple la médecine du travail et tout ça, donc des entités qui sont importantes en considération quand on parle de législation en relation avec la santé et la sécurité. Certaines lois ici au Maroc, ils sont relativement anciennes, donc qui datent par exemple des années voilà, 90, 1914 par exemple, pour le DAIR qui porte la réglementation des établissements insalubres, incommodes, dangereux, parce qu'il y a une liste d'établissements qui sont classés. Donc, on les appelle les établissements classés. Ce sont les établissements insalubres, incommodes, dangereux. Dangereux pour l'environnement, dangereux pour la santé, comme les abattoirs, par exemple, comme... voilà, donc il y a certaines catégories déjà d'activités qui sont considérées comme étant insalubres et incommodes. Donc ça, c'était parmi les toutes premières lois qui ont été publiées au Maroc dans le cadre de la protection de la santé et de l'environnement également. Donc la règle de droit a un caractère obligatoire et ordonne, défend, permet, récompense ou punit pour obtenir le respect de la loi. Donc, ce qui s'implique aux personnes s'implique aussi aux instituts dans le cadre, par exemple, de la santé et la sécurité au travail, il y aura aussi, il y a la notion d'obligation, bien sûr. Il y a aussi la notion de la défense, donc défendre les droits des travailleurs. Il y a donc la notion également de la punition, et c'est ce que les entreprises, bien sûr, doivent éviter tout simplement à travers le respect de la loi. Donc, nous avons droit public, on parle de droit constitutionnel, la Constitution, le droit administratif, droit des finances publiques et droit fiscal. Donc tout ça, ça entre dans le cadre du droit public. C'est la relation État-citoyen. On a le droit privé, droit civil, droit des affaires, et on a le droit mixte, droit pénal, droit processuel et droit social. Donc ça, c'est juste des notions de plus pour les personnes qui veulent comprendre un petit peu déjà l'organisation institutionnelle au Maroc. Sinon, c'est ce qui m'intéresse moi, donc la partie qui concerne l'hiérarchie des textes au niveau du Maroc. Donc nous avons au sommet, bien sûr, on a la Constitution. Donc l'hiérarchie des textes au niveau du Maroc. Donc s'il vous plaît, je parle ici du Maroc parce il y a des Marocains et c'est important pour eux de comprendre le cas particulier du Maroc. Pour les autres personnes, donc vous faites l'analogie. Vous cherchez quelle est la structure hiérarchique des textes dans votre pays? Donc, ils suivent quelle logique, quel niveau hiérarchique? Ça va vous faciliter. Pourquoi c'est important? Ça va vous faciliter la recherche des lois et le respect, la conformité des lois. Même les choses que je viens de vous mentionner, moi, j'ai pas entré dans les détails parce que ça va nous prendre beaucoup du temps. Mais si vous avez le temps, euh, essayez de fouiller un petit peu là-dessus. Parce que on ne peut pas être euh, voilà, conforme à une législation, ou bien on ne peut pas respecter une législation alors qu'on ne comprend pas de quoi il s'agit. On ne comprend pas déjà la base, donc les choses basiques. La différence entre les différents droits, la différence entre les différentes institutions qui promulguent les lois au niveau national et ainsi de suite. C'est important de jeter un coup d'œil, pas profondément, mais de jeter un coup d'œil sur ça. Donc, nous avons au plus haut niveau, bien sûr, on va trouver euh, la Constitution, donc, qui a été revue la dernière fois en 2011. Donc, il a connu pas mal de changements, bien sûr. Si vous êtes au courant, donc le chef du gouvernement au lieu du Premier ministre, donc on a changé la terminologie, la mise en place aussi de la langue amazigh
comme langue nationale, la régionalisation avancée, donc des choses qui ont une relation avec, voilà, le niveau euh, droit public. Et puis, après la Constitution, nous avons les lois. Donc, les lois, c'est la partie. Donc, voilà. Donc, la Constitution, c'est la vision globale sur les lois. Donc, ici, la Constitution, c'est la vision globale sur les lois marocaines ici au Maroc. Les lois, c'est en fait la transmission, si vous voulez, de ce qui est dans la Constitution pour qu'il soit applicable au niveau du pays. Donc, ici, vous avez toute la législation, elle est ici. Plutôt les lois, ils sont ici. Mais pour qu'ils soient applicables, pour transmettre ce qui est dans la Constitution vers euh, le niveau, si vous voulez, du pays, pour qu'ils soient applicables, ils se transmettent à travers des lois. Et les lois, ils vont passer, ou bien plutôt, ils vont être transmises à travers des daïrs. Donc, ce qu'on appelle ici des daïrs, bien sûr, c'est le roi qui donne, voilà, qui donne la crédibilité des lois et qui signe les lois, donc et tout ça. Donc, c'est pour faire passer la réglementation et la législation. Donc ici, cette première partie, c'est la législation. C'est l'ensemble, c'est ce qu'on appelle la législation. C'est la constitution avec les lois qui sont transmises et validées par des daïrs. Donc des daïrs, c'est le roi, donc il les fait passer bien sûr qui valide donc tout ce qui est législation. Donc la législation, c'est l'ensemble des lois d'un État ou des lois qui concernent un domaine déterminé du droit, par exemple la législation du travail. Donc c'est les lois. Donc la législation, c'est la partie loi. Donc par exemple, dans la législation euh, du travail, on va trouver toutes les lois qui ont une relation avec le milieu du travail. Alors la législation, il fait référence aux lois promulguée par l'Assemblée législative ou à une loi en voie de l'être, donc promulguée par Sa Majesté le roi à travers des daïrs. Donc ça, on les appelle donc la législation. Les lois, elles sont validées et puissent passer à la mise en œuvre après leur publication dans le bulletin officiel. Donc, si par exemple vous cherchez des nouveautés en ce qui concerne la réglementation, pour nous, ici au Maroc, on a le site officiel du bulletin officiel, donc que vous pouvez consulter. Je vous envoie par la suite un lien. Sinon, pour nos confrères dans les autres pays, il faut chercher, donc, puisqu'on est dans la recherche de la législation, il faut chercher si vous avez un portail électronique ou bien, voilà, un portail, un guichet unique euh, que vous pouvez utiliser pour suivre les nouveautés réglementaires. Alors pour nous, nous avons le bulletin officiel. Chaque loi qui est validée, qui est promulguée, il va être publié, il va être passé à la mise en œuvre après la publication. Ça veut dire, une fois la loi est publiée dans le bulletin officiel, il est déjà passé à l'exécution. On ne va pas donc vous informer, bien sûr. C'est vous qui va chercher ou bien à travers un cabinet spécialisé. Donc, vous allez, euh, à chaque fois qu'une loi sorte, par exemple dans la législation du travail, qui concerne votre activité, automatiquement, lorsqu'il sort dans le bulletin officiel, il est publié, donc vous êtes concerné automatiquement. Alors, avant leur sortie, bien sûr, dans le bulletin officiel, il y a un daïr qui est signé par le roi, obligatoirement pour chaque texte de loi. On ne peut pas passer ou bien publier une loi, sauf qu'il soit d'abord publié dans le bulletin officiel. Ça, c'est le niveau législation. Puis vous avez les décrets d'application. Alors, quand on parle de décrets et décrets d'application, parce que les lois, ils sont un petit peu généralisés. D'accord? Peut-être pas peut-être, mais forcément la séance de demain, séance prochaine, on va voir des exemples pour illustrer les choses. Donc une loi, elle est passée à l'application à travers un décret. Certaines lois n'ont pas de décret d'application parce qu'ils sont clairs. On peut déjà passer à l'exécution. Mais les décrets, ils donnent plus de,
il donne plus voilà, de détails sur comment cette loi va être appliquée, comment appliquer cette loi, comment mettre en place cette loi. Un décret d'application, il va statuer sur le côté pratique. Donc, pratiquement, comment on va mettre en place cette loi. Pardon, je vais juste voir. C'est déjà, j'ai des exemples ici maintenant, parce que généralement, je les ai, mais dans un autre appareil. Alors, sinon, je vais laisser ça jusqu'à la séance de demain. Je vais vous montrer, par exemple, une loi avec ses propres décrets d'application. Ça va nous être utile aussi dans la partie environnement, forcément, parce que aussi dans la partie environnement, on va voir la partie réglementation. Puis après les décrets, on a les arrêtés. Donc, certains décrets nécessitent encore plus de spécialisation, euh, plus donc d'explications. Euh, Par exemple, la loi, il peut concerner un domaine qui est très large, et puis pour spécifier euh, pour chaque nature d'activité ou bien pour chaque secteur, surtout, on peut avoir un décret. Et l'arrêté, et parfois, il vient pour expliquer davantage et pour donner plus voilà, de possibilités pour passer à la pratique. Donc, l'arrêté, pas forcément que les décrets vont être suivis d'arrêtés, mais selon le besoin. Et puis, vous avez les circulaires. Si on a encore besoin de plus d'explications, on va passer au circulaire pour plus de détails. Donc, c'est ce qu'on appelle la réglementation. Alors, la législation, c'est la partie loi. La réglementation, c'est le reste, c'est l'ensemble de dispositions légales qui permet de définir le fonctionnement d'une institution particulière. Donc, ça entre plus dans les détails et ça personnalise, je veux dire ça entre parenthèses, selon le secteur, ça, ça donne plus de détails d'application. Comment la loi va être passée et appliquée pratiquement. Alors, rapidement, la Constitution, c'est la loi fondamentale qui organise les droits et libertés des citoyens, les différents types de pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires et les différents niveaux de pouvoir politique et les votés par la nation. Et puis, nous avons la loi règles de droit écrite à portée générale et impersonnelle, applicable à tout voter applicable à tous, pardon, voté par le Parlement. Donc ici au Maroc, la loi, elle sera votée par le Parlement et puis il va être promulgué par un dahir et publié dans le bulletin officiel. Ça veut dire qu'il est directement passé à l'exécution. Le dahir, c'est un acte émanant de Sa Majesté le roi. Donc ça, c'est l'hierarchie déjà des textes. Comme ça, si vous trouvez un dahir, si vous trouvez une loi, si vous trouvez un décret d'application et tout ça, vous allez comprendre de quoi on parle et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Alors, dans la nouvelle constitution marocaine, euh, on aborde donc le côté santé et sécurité. Donc, je vous donne juste un exemple pour vous dire que toute loi, normalement, dans n'importe quel pays, il décline, la loi, la législation aussi, il va décliner, voilà, la constitution du pays, du sommet. Donc, tout ce qui va suivre cette constitution, c'est pour garantir l'application de ce qui a été décrit dans la constitution. Donc, c'est au niveau de l'article 71, sont du domaine de la loi, autres matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres articles de la Constitution, les principes et règles du système de santé, les relations de travail, la sécurité sociale, les accidents de travail et les maladies professionnelles, le régime des banques et ainsi de suite. Donc, on parle ici de tout ce qui est santé et sécurité dans l'article 71 de la Constitution. Un décret, donc comme définition,
c'est un acte ou bien texte administratif apporté, pardon, apporté général ou individuel. Donc, il y a des décrets, bien sûr, qui concernent, qui sont généralisés, signés par le chef du gouvernement ou les ministres concernés. Il précise et oriente l'application des lois. Donc, l'objectif, c'est orienter et préciser l'application des lois. Et on distingue, s'il vous plaît, entre deux types de décrets. Donc, il y a, voilà, les décrets d'application qui précisent les modalités d'application d'une loi directement. Il y a les décrets autonomes qui traitent des sujets ne relevant pas du domaine de la loi. Donc, il y a des décrets qui expliquent la loi, mais parfois, on peut aussi avoir des décrets autonomes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas associés à une loi directement, mais ils sont autonomes, ils concernent un certain domaine. Par exemple, je vous donne des illustrations juste pour savoir de quoi il s'agit. On a un décret, pardon, du 29 décembre 2004 qui fixe les mentions que doit comporter la carte de travail. Ça, c'est un exemple de décret donc, qui parle de toutes les informations que doit comporter la carte de travail. Donc, ça, c'est un décret. On a les arrêtés, donc il s'agit d'un règlement émané d'un ou plusieurs ministres. Donc, ce sont les ministres qui communiquent les arrêtés pour préciser quelque chose, pour expliquer un point de la loi, et ainsi de suite. Comme par exemple l'arrêté du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle du 12 mai 2008 qui fixe les mesures d'application générale et particulière relatives aux principes donc énoncés dans le droit du travail ou bien le code du travail, pardon. Ça veut dire qu'il y a le code du travail et puis il y a un arrêté qui vient pour expliquer les deux articles, surtout les deux articles, dans ce cas particulier, 281 et 291. Donc deux articles qui ont une relation avec la santé et la sécurité. Donc, par exemple, euh, donc des articles au niveau du droit du travail qui ont relation avec la santé et la sécurité, et le décret, ou bien plutôt l'arrêté du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle vient pour les expliquer davantage. Les circulaires ou bien les instructions, le circulaire fixe des orientations en matière d'application des lois et des décrets afin de recadrer, si nécessaire, la politique menée par les délégations sur le territoire marocain. Donc, c'est ce que je viens aussi d'expliquer. On va parler un petit peu donc des conventions internationales de l'Organisation internationale du travail. Donc, l'Organisation internationale du travail, l'OIT, c'est c'est en fait c'est utile de consulter par la suite, je vous envoie le site. Donc, c'est à l'échelle internationale qu'il y a, en fait, on fixe un arsenal, si vous voulez, pour protéger la santé et la sécurité au travail partout dans le monde. Et les lois des pays, elles déclinent de ces conventions. Une fois un pays ratifie une convention internationale, ça veut dire qu'il est concerné par l'application de toutes les informations, bien plutôt de toutes les obligations que contient cette convention. Donc, si vous voulez quelque chose d'international, vous allez consulter le site de l'Organisation internationale du travail. Euh, et le Maroc, par exemple, depuis qu'il a rejoint cette organisation, il a ratifié plusieurs conventions internationales en termes de la santé et la sécurité au travail. Il a mis en conformité sa législation vis-à-vis de ces normes internationales. Donc, pour nos confrères qui ne sont pas marocains, vous pouvez chercher. Est-ce que donc, votre pays, et généralement la quasi-totalité des pays sont adhérés donc, pour l'Organisation internationale du travail, vous pouvez voir qu'ils sont signés et quels sont les textes de loi qui ont des... Parce que pour assurer l'application des conventions, les pays, ils font la promulgation de lois
pour appliquer les différentes conventions pour lesquelles ils ont été soumis. Donc, l'OIT, c'est l'Organisation internationale du travail, est l'institution chargée au niveau mondial d'élaborer et de superviser les normes internationales du travail. La création, c'est en 1909 et son siège social, il est à Genève en Suisse, comme pour la l'ISO aussi. Quelques conventions, juste à titre d'exemple, mais ce n'est pas une liste qui est exhaustive. Vous avez la convention numéro 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs et le milieu du travail, qui a été élaborée en 1950, mais le Maroc, il l'a ratifiée en 1974, si je ne me trompe pas. La convention numéro 161 sur les services de santé du travail, qui date de 1958 et que le Maroc a ratifié en 2013. La Convention 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail constitue un ensemble de textes visant à renforcer la protection de la sécurité et de la santé. Donc, pourquoi je vous mentionne ces exemples? Vous pouvez toujours, parfois, consulter les conventions et juste avoir une idée sur ce que par exemple, pour le côté pratique, qu'est-ce qu'on doit faire, Mais pour moi, les conventions, puisqu'on a de la législation nationale, on se débarrasser de ça, d'accord? Donc, pour, euh, puisqu'il y a des arrêtés d'application, il y a des choses qui nous concernent directement, qui concernent nos activités, qui concernent notre domaine. Pas la peine donc d'aller faire des conventions. Et juste pour vous donner une illustration, tout simplement, et culture générale aussi. Il y a également la Convention sur la protection des machines, la Convention sur la sécurité et la santé dans les mines, et ainsi de suite. Et vous avez plein d'autres conventions, euh, voilà, que vous pouvez consulter au niveau du site de l'OIT. La publication des textes, donc c'est important de savoir quelle est l'entité ou bien quel est le porte électronique, ou bien n'importe quel moyen, ou bien guichet unique qui publie la législation dans votre pays. Pour nous, nous avons le bulletin officiel en arabe et en français, bulletin officiel du Royaume du Maroc, donc الجريدة الرسمية للمملكة المغربية. Donc, c'est une publication de l'État marocain édité en arabe et en français par le secrétariat général du gouvernement, enseignant notamment les textes des lois, des daïrs, des décrets et des traités internationaux. L'essentiel pour moi, c'est que c'est la source crédible et fiable, la seule source que vous pouvez consulter pour suivre les nouveautés réglementaires. Que ce soit vous, dans l'entreprise, si vous prenez en charge la partie législation, sinon il y a bien sûr des cabinets qui vous facilitent la vie, des prestataires de services, des sites web, vous faites un abonnement et à chaque fois qu'il y a une nouvelle sortie, on vous informe. L'essentiel, c'est de choisir la façon, ou bien plutôt le moyen pour voilà, trouver une nouveauté réglementaire et c'est à vous de choisir au niveau de votre donc, organisme. La publication des textes, l'édition générale en arabe est bi-hebdomadaire, donc il est bi-hebdomadaire, donc chaque fois on vous sort la première édition générale qui est en arabe et celle de la traduction officielle en français, elle est mensuelle. Donc deux fois chaque semaine, deux fois chaque mois. En arabe, nous avons deux fois par semaine, ça veut dire bi-hebdomadairement, le lundi et le jeudi. Donc, si vous allez chercher un nouveau texte réglementaire sur le bulletin officiel, les nouveautés, ils sortent en arabe deux fois par semaine. S'il y a de nouveautés, le lundi et le jeudi pour l'édition générale. Une fois par mois pour l'édition des débats de la Chambre de représentants. Ça ne nous intéresse pas. Une fois par semaine, donc
Ça nous intéresse, mais bon, on ne va pas entrer dans les détails. Une fois par semaine, le mercredi, pour l'édition des annonces légales, judiciaires et administratives. Et puis en français, 2 fois par mois, les premiers et deuxièmes jeudis, édition de traduction officielle. Donc, si vous voulez euh, être toujours d'actualité, vous pouvez à chaque fois revoir ou bien consulter le site. Mais comme j'ai dit, rarement qu'on fait ça, il y a des prestataires de services pour vous faire ça. Alors maintenant qu'on a compris en général les différentes, la source où chercher les lois, la publication, la distinction entre les niveaux hiérarchiques, quel est le processus de veille réglementaire que vous pouvez suivre? Alors déjà, la veille réglementaire, c'est quoi? La veille réglementaire, s'il vous plaît, il ne s'agit pas tout simplement d'identifier. Donc, la veille réglementaire est une activité qui consiste à identifier d'abord. Donc, vous, en entreprise, vous devez identifier parmi la production législative les nouveaux textes qui sont applicables à l'entreprise. Mais avant, il faut déjà disposer d'une base de données initiale. Avant de chercher les nouveaux textes, il faut d'abord chercher les textes applicables aujourd'hui. Donc, je commence par comme j'ai dit tout à l'heure, le diagnostic et la mesure de la conformité par rapport à ce que j'ai aujourd'hui. Et par la suite, à chaque fois, je dois suivre la production de nouveaux textes qui sont applicables à l'entreprise. Identifier et puis définir les actions nécessaires à mettre en place pour se conformer à ces nouvelles exigences. Chaque fois qu'il y a une nouvelle exigence, au début, pour se conformer d'abord à ce que vous avez, et pour éliminer les écarts et tout, vous allez élaborer un plan d'action pour se conformer à chaque exigence réglementaire. Après, le processus de veille il tourne. Donc, vous allez, à chaque nouveauté réglementaire, définir des actions, un plan d'action pour se conformer à cette nouveauté. La veille aussi consiste à interpréter l'exigence réglementaire et définir les moyens et les actions à faire pour assurer la conformité. Donc, interpréter les exigences réglementaires pratiquement, qu'il faut savoir euh, parfois. Donc, parfois, il existe des écarts entre ce qu'on a compris de la loi ou bien du décret et ce qu'on applique et ce qui est demandé. Donc, il faut toujours s'assurer que votre interprétation est correcte, votre lecture de la loi, votre compréhension de la loi est correcte. Comment traduire la loi pratiquement? Donc, c'est très important de consulter d'autres entreprises, voir les retours d'expérience, par exemple, voir euh, ce qui se fait sur terrain, essayer de peut-être un petit peu curieux à propos des nouveautés, ou bien plutôt à propos de la concurrence, par exemple, à propos des autres entreprises dans le même domaine. Toujours l'interprétation, il faut faire attention. Est-ce qu'on est en train de faire une bonne interprétation de l'exigence réglementaire ou pas? Conduire le changement et suivre la conformité. C'est très important de suivre la conformité. Une fois les actions sont mises en œuvre, il faut les suivre. Toujours rester, je vais donner un exemple qui est très banal, les EPI. L'action, c'est l'achat des EPI, bien sûr, convenable, adapté, mais on va toujours suivre les EPI, les équipements de protection individuelle, suivre leur état. Est-ce qu'ils sont toujours en bon état? Est-ce qu'il faut les changer? Est-ce qu'ils sont bien adaptés? Donc, toujours un suivi des actions et une surveillance de la conformité. Alors, comment faire pour réussir ou bien quelles sont les étapes de la veille réglementaire euh, voilà, qu'on peut généraliser pour la santé et la sécurité, aussi pour le côté environnement. D'abord, il faut constituer l'équipe de travail. Là, je parle si vous allez faire la veille réglementaire vous-même. Mais même si, par exemple, vous allez faire appel à un prestataire, vous êtes toujours responsable. Imaginez que le prestataire, par exemple, a commis une erreur, il ne vous a pas, par exemple, informé d'une nouveauté. L'essentiel, il a commis
Une erreur. Il y a un responsable devant la loi si vous avez un suivi ou bien sûr que l'entreprise qui va être responsable. Donc, même la prestation de service, même le prestataire, vous devez le surveiller. Vous devez donc suivre son activité. Vous devez s'assurer de la nature de la prestation, de la conformité surtout de la prestation. Pardon? Donc, en général, qu'est-ce qu'on fait? On va constituer l'équipe de travail.